Miranda Lambert a été traitée de briseuse de ménage, d'hypocrite et même de femme la plus dangereuse de la musique country. Après la fin de son mariage avec Blake Shelton, les gros titres ne se sont pas calmés, ils se sont même amplifiés. Elle a commencé à sortir avec Anderson East et pendant un moment, il a semblé qu'elle pourrait enfin s'engager dans quelque chose de plus calme, de moins scruté. Mais cela n'a pas duré. Bientôt, elle a été liée à un homme marié et l'histoire a pris une tournure plus sombre lorsque la femme de ce dernier aurait découvert la vérité, non pas lors d'une conversation privée, mais dans un journal, un détail qui a rendu la situation plus froide, plus publique et impossible à ignorer. Puis il y a eu un autre rebondissement qui a stupéfié même ses fans les plus fidèles. 3 mois seulement après avoir rencontré un officier de la police de New York, Miranda l'a épousé en secret, sans avertissement, sans accumulation, comme si elle avait décidé de prendre le contrôle de son récit de la manière la plus inattendue possible. Chaque chapitre de sa vie personnelle semble plus compliqué, plus intense et plus difficile à démêler que le précédent. Le bruit autour d'elle n'a jamais vraiment cessé. Accusations, spéculations, jugements, tout cela tournait constamment. Pourtant, à travers tout cela, il y avait une chose qu'elle refusait de faire. Elle n'a jamais parlé directement de Blake Shelton, ni dans les interviews, ni dans les posts soigneusement élaborés sur les réseaux sociaux, ni même dans les moments où le monde semblait exiger une explication. Au lieu de cela, elle a laissé sa musique porter le poids de ce qu'elle ressentait, déversant son émotion dans des paroles qui faisaient allusion à la douleur, à la trahison, à la résilience et à la survie, sans jamais expliquer complètement l'histoire qui les sous-tendait. Ce silence est devenu une partie de son identité, quelque chose de presque aussi puissant que les mots qu'elle chantait. Et puis, dans 2025, elle l'a enfin brisé. Elle a parlé ouvertement, et ce qui est sorti a laissé les fans essayant d'assimiler une vérité qui leur semblait plus lourde que tout ce qu'ils avaient imaginé. Pour comprendre pourquoi son histoire s'est déroulée comme elle l'a fait, il faut remonter à son point de départ, bien avant la célébrité, avant les gros titres, avant tout récit public. Miranda Lambert n'a pas grandi entourée d'histoires d'amour simples ou de fins bien ordonnées. Elle a grandi en regardant des relations s'effondrer en temps réel, non pas comme des ragots lointains, mais comme des preuves étalées devant elle. Dans son monde, la trahison n'était pas une notion abstraite. Elle était documentée avec des noms, des visages et des preuves. Ses parents, Rick et Bev Lambert, dirigeaient une entreprise d'enquête privée au Texas, à une époque où la richesse pétrolière donnait un sentiment d'invincibilité à ceux qui la possédaient. Médecins, avocats, athlètes, des gens qui croyaient que l'argent pouvait les protéger des conséquences vivaient bruyamment et souvent avec insouciance. Et lorsque des soupçons s'insinuaient dans leur vie, c'est Rick et Bev qui étaient embauchés pour découvrir la vérité. Bev avait une façon de se fondre dans la masse, une chaleur naturelle qui lui permettait d'entrer dans des espaces où les gens se sentaient suffisamment en sécurité pour baisser leur garde. Elle pouvait s'asseoir dans un centre de villégiature, sourire, faire une conversation qui semblait anodine, tout en recueillant discrètement le genre d'informations qui pouvaient démanteler des vies entières. Parfois, cela signifiait s'asseoir au soleil, paraître détendu pendant qu'un enregistreur caché dans son sac capturait des confessions qui deviendraient plus tard des preuves indéniables. En même temps, Rick travaillait dans l'ombre, se positionnant là où personne ne pensait regarder, attendant patiemment, avec un appareil photo, le moment unique qui transformerait le soupçon en fait. Leur travail exigeait de la précision, de la patience et une profonde compréhension du comportement humain. Et Miranda n'était pas à l'abri de cette situation. Enfant, âgée d'à peine 6 ou 7 ans, elle a été amenée à participer à des missions, non pas en tant que personne à protéger, mais en tant que personne à inclure. Elle faisait partie du processus. Habillée comme une écolière inoffensive vendant des bonbons, elle pouvait pénétrer dans des endroits où les adultes ne pouvaient pas aller, se déplaçant dans des pièces sans être remarqués, pendant que les conversations se déroulaient ailleurs. Elle a appris à observer discrètement, à remarquer les détails que les gens négligeaient en les lettres rangées, les photographies cachées dans les tiroirs, les petits éléments de preuve qui révélaient des vérités bien plus grandes. Elle ne s'est jamais fait prendre. Elle n'a jamais eu à témoigner. Mais elle en a vu suffisamment pour comprendre à quel point la confiance pouvait être facilement brisée et à quel point elle l'était souvent. Certaines affaires l'ont marquée plus que d'autres. L'une d'elles, en particulier, l'a profondément marquée non seulement en raison de l'infidélité, mais aussi du danger qu'elle représentait. La femme d'un médecin impliqué dans un jeune trafiquant de drogue international présentait un niveau de risque qui allait bien au-delà des vœux rompus. Miranda a vu des adultes qui semblaient sereins s'effondrer,
Sous la pression, leur vie soigneusement entretenue s'écroulait dès que la vérité faisait surface. Elle a vu à quelle vitesse le contrôle pouvait disparaître, à quel point la stabilité était fragile. Avec le temps, ces expériences ont cessé d'être choquantes et sont devenues familières. Cette familiarité l'a changée. Elle s'est forgée une conviction tranquille que la loyauté était rare, que la confiance était fragile et que les gens la traitaient souvent avec beaucoup trop de légèreté. Puis le travail de ses parents a pris une ampleur qui a entraîné la famille dans quelque chose de bien plus grand que des affaires personnelles. Rick et Bev ont été engagés par l'équipe juridique de Paula Jones, ce qui les a placés au cœur d'un scandale national impliquant Bill Clinton. Pendant 2 ans, ils ont rassemblé des informations constituant un dossier qui a atteint les plus hauts niveaux du pouvoir. Ces dossiers ne sont pas restés cachés dans un bureau éloigné. Ils faisaient partie de la vie quotidienne du foyer Lambert, empilés parmi les routines de la vie familiale. Miranda a grandi entourée de secrets qui ont eu des conséquences réelles, apprenant très tôt que la vérité pouvait être dangereuse en fonction de la personne qu'elle affectait. Un moment en particulier a laissé une impression durable. Un hélicoptère est apparu au-dessus de leur maison inhabituelle, d'une manière qui a immédiatement signalé que quelque chose n'allait pas. Il n'avait pas de numéro de queue, pas d'identification claire. Rick a compris l'implication instantanément. Ce n'était pas de la curiosité, c'était l'attention de quelqu'un de puissant. Il a agi rapidement, s'assurant de ce qui comptait, agissant selon son instinct, façonné par des années de dénonciation. Peu de temps après, des citations à comparaître sont arrivées et la famille s'est trouvée entraînée dans un niveau d'examen minutieux qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Ce qui avait été une entreprise axée sur les trahisons privées était maintenant entré en collision avec le pouvoir national. Pour Miranda, cela a renforcé une conviction qui avait déjà commencé à se former. La tricherie n'était pas inoffensive. Elle n'était pas compliquée dans un sens romantique. Elle détruisait des vies, fracturait des familles et laissait des dommages durables. Avant de devenir détective privé, il a travaillé comme agent secret des stupéfiants à Dallas, évoluant dans des environnements dangereux tout en conservant une identité complètement différente en tant que leader d'un groupe de country rock appelé Contrabande. La musique n'était pas seulement une passion. Elle faisait partie de sa couverture, un moyen d'accéder à des espaces et à des personnes qu'il n'aurait pas pu atteindre autrement. Les bars, les fêtes, les rassemblements où l'on fait des affaires et où l'on échange de la confiance, voilà les environnements où son travail et sa musique se chevauchaient. Il passait sans problème d'un rôle à l'autre, officier et musicien, se fondant dans des mondes qui se croisaient rarement. Pour lui, c'était normal, un jour de travail comme un autre. Pour Miranda, la musique n'a jamais été quelque chose qu'elle a découvert plus tard dans la vie. Elle a toujours été là. Elle a grandi entourée de musique, s'endormant au son des guitares et des voix pendant de longues nuits de spectacle. Lors de rassemblements ruraux où des scènes improvisées étaient construites sur des remorques à plateau et où les musiciens jouaient jusqu'à l'aube, elle grimpait sur les genoux de son père, s'endormant tandis que le rythme de la musique country l'enveloppait. Ces moments n'étaient pas extraordinaires pour elle. Ils faisaient simplement partie de la vie tissée dans sa compréhension du monde depuis le tout début. Même la façon dont ses parents se sont rencontrés portait la même énergie imprévisible. Le travail de Rick l'a amené à l'université méthodiste du Sud, où il a rencontré Bev lors d'un camp d'entraînement. Leur relation s'est rapidement développée, et ensemble, ils ont construit un partenariat qui s'est étendu au-delà de la famille dans leur travail d'investigation. Pendant un certain temps, ce travail a apporté la stabilité. Le Texas était en plein essor, alimenté par la richesse pétrolière, et leur entreprise a prospéré en même temps. Ils ont construit une maison, élevé leurs enfants, créé une vie qui semblait sûre de l'extérieur. Mais la stabilité peut disparaître aussi vite qu'elle est arrivée. Lorsque le marché du pétrole s'est effondré dans les années 1980, tout a changé. Les clients ont disparu, les revenus ont cessé. La vie qu'ils avaient construite a commencé à s'effilocher morceau par morceau. Ils ont perdu leur maison, leur sentiment de sécurité et une grande partie de ce pourquoi ils avaient travaillé. La transition n'a pas été graduelle, elle a été immédiate et douloureuse. Ils ont emménagé dans de modestes locations à Lindale, s'adaptant à une réalité qui leur semblait très éloignée de ce qu'ils avaient connu. Rick a lutté sous le poids de la situation, faisant des allers-retours à Dallas, à la recherche d'un travail, chaque voyage entraînant l'érosion silencieuse de la fierté. Bev est restée sur place maintenant, la famille unie par la détermination et la foi gérant le peu qu'ils avaient,
tout en refusant de tout laisser s'effondrer. Au milieu de cette incertitude, quelque chose d'inattendu a offert une solution. Un prédicateur a remarqué la capacité de Bev à restaurer des espaces négligés, à redonner vie à des endroits que d'autres avaient abandonnés. Il leur a offert une chance, une ferme blanche, avec de larges porches, louée à un prix qu'ils pouvaient assumer si elle acceptait de la rénover. Ce n'était pas une solution facile. Cela demandait du travail, des efforts et de la foi en quelque chose qui n'était pas encore visible. Mais la famille a accepté. Elle s'est investie dans cette maison, reconstruisant non seulement une structure, mais aussi un sentiment de stabilité morceau par morceau. Et dans ce processus, Miranda a continué à absorber tout ce qui l'entourait, la résilience, l'incertitude, le changement constant entre la perte et la reconstruction des expériences qui allaient plus tard façonner non seulement sa musique, mais aussi la façon dont elle évoluait dans l'amour, la confiance et les histoires compliquées qui l'ont suivie sous les feux de la rampe. Ils ont reconstruit avec leurs mains leur temps et leur refus d'abandonner. Miranda a observé cela de près, non pas comme une leçon que quelqu'un lui aurait donnée, mais comme une vérité vécue sous ses yeux. On peut tomber de haut, on peut tout perdre, et on peut toujours se relever si on continue d'avancer. Cette ferme est devenue plus qu'une maison. Après la ruine financière, Rick et Bev l'ont transformée en un refuge religieux pour les femmes victimes d'abus et leurs enfants. Leurs portes se sont ouvertes à des gens qui fuyaient pour sauver leur vie, et l'adolescente Miranda a vu de près à quoi cela ressemblait des visages ensanglantés, des enfants qui criaient et des larmes qui ne cessaient pas de couler. Les femmes s'asseyaient sous le porche ou à la table de la cuisine, essayant de planifier leur prochaine étape, essayant de croire qu'elles pouvaient survivre à ce qu'elles avaient survécu. Les Lambert leur donnaient des lits, de la nourriture et de la sécurité, mais ce qu'ils leur offraient vraiment était un endroit où la peur ne pouvait pas prendre le dessus pendant un certain temps. Une histoire est restée gravée dans la mémoire comme une tête d'allumette. Une femme parlait de charger un fusil de chasse et d'attendre que son agresseur revienne parce qu'elle en avait assez d'être impuissante. Cette phrase, le sentiment qu'elle procure le courage froid, se sont retrouvés plus tard dans la chanson de Miranda Gunpowder and Lead avec la même idée en tête. Miranda a dit que ce monde a contribué à façonner cette chanson et vous pouvez l'entendre. Ce n'est pas un fantasme, c'est le son de quelqu'un qui a entendu de vraies femmes parler avec une vraie douleur. Il n'y a pas eu d'abus dans la propre famille de Miranda, mais une exposition constante laisse des traces de toute façon. Elle durcit votre vision de la loyauté. Elle vous fait haïr les personnes qui causent du tort. Elle vous apprend également que la colère peut être transformée en voix. À l'époque où elle était 16, Miranda voulait s'en sortir, et elle le voulait par la musique, mais pas le genre de musique qui sourit poliment. Elle a supplié son père pour un voyage de démonstration à Nashville, et quand cela s'est finalement produit, cela n'a rien eu à voir avec ce qu'elle avait imaginé. Les gens là-bas ont essayé de lui donner des morceaux qui ressemblaient à de la pop brillante déguisée en country. Elle l'a détesté à pleurer, est sortie du studio en courant et est rentrée directement au Texas, furieuse, embarrassée, et ayant fini d'être façonnée pour devenir ce qu'elle n'était pas. Ce retour en voiture ne l'a pas calmée, il l'a aiguisée. Par dépit et par fierté, elle a demandé à Rick de lui donner des leçons de guitare et s'est mise à apprendre toute seule des riffs de country. Si l'industrie voulait la marionnettiser, elle allait couper les ficelles elle-même. Peu de temps après, elle était lycéenne et dirigeait l'orchestre de l'hôtel Rio Palm Isle à Longview, un établissement légendaire qui avait accueilli des noms comme Elvis Presley, Willie Nelson et Brooks and Dunn. Elle se tenait sur une scène qui avait vu passer des géants et chantait dans des salles remplies d'adultes, de bières de fumée et d'opinions bruyantes. Les gens ont fait teinter des boules de billard pendant qu'elle chantait. Les gens ont crié des demandes, les gens ont hué quand ils en avaient envie. Mais la vie dans les bars lui a donné une armure. Elle lui a appris à tenir bon lorsque la salle ne se soucie pas de vos sentiments. Elle a rejoint le Texas Pride Band et a continué à construire ce style solide, nuit après nuit. Le rejet à Nashville est devenu du carburant. Et vous pouvez voir comment il a façonné son feu précoce. C'est le genre d'origine qui fait que le kérosène ressemble à une revanche parce que pour elle, c'était le cas. Dans 2003, sa grande percée est venue grâce à Nashville Star, mais même cela a commencé difficilement. À Dix-Neuf, de Lindale, Texas, elle a raté sa première audition. Elle n'était pas très enthousiaste et on l'a renvoyée. Sa mère Bev, fatiguée de la conduire à des concerts sans fin et de l'avoir gâché ses chances, l'a poussée à réessayer dans une autre ville. Cette fois, Miranda a chanté Crazy et elle l'a fait avec brio. Elle a participé à l'émission. Cette étape lui a semblé énorme.
Elle n'avait jamais pris l'avion auparavant, et l'aéroport à lui seul l'a fait paniquer. Elle était terrifiée à l'idée de se rendre à Nashville, terrifiée à l'idée de dormir avec 10 étrangers, terrifiée à l'idée d'être la plus jeune participante d'une décennie. Pourtant, lorsque le premier épisode a été diffusé, elle est sortie et a ouvert le bal avec Set in the Woods de Hank Williams sur un rythme endiablé. Cette ténacité entraînée dans les bars s'est immédiatement manifestée. Elle savait chanter quand les gens n'écoutaient pas, elle savait continuer quand la salle était froide. Elle a fini par se classer 3e derrière Buddy Jewell et John Arthur Martinez, et secrètement elle était soulagée. Gagner signifiait sortir une chanson choisie par le label, et elle ne voulait pas de ce genre de contrôle sur elle, mais l'émission a fait ce qu'elle devait faire. Elle l'a mise devant les bons yeux. Epic Nashville a vu la flamme en elle, et le 15e septembre 2003, elle a signé, mais pas discrètement. Elle a conclu cet accord avec des exigences qui semblaient insensées pour une adolescente. Elle voulait ses chansons, elle voulait sa guitare. Elle ne voulait que des jeans, pas de robes à froufrou, pas de paillettes, pas de costumes. Les cadres n'ont pas aimé entendre cela de la bouche d'une nouvelle venue, mais elle a tenu bon. Ce moment est important parce qu'il montre qui elle a décidé d'être. Elle préfère tout risquer plutôt que de devenir une version polie de quelqu'un d'autre. 2 ans plus tard, cette décision a explosé dans son premier album Kérosène. Sorti en mars 2005, il a tout de suite frappé fort. Il s'est vendu à environ 40 000 exemplaires au cours de la première semaine et s'est classé numéro 1 du Billboard Top Country Album, même sans le genre de battage médiatique auquel les gens s'attendent pour un tout nouvel artiste. La chanson-titre Kérosène qu'elle a écrite seule en faisant un clin d'œil à une mélodie de Steve Earle est devenue disque d'or le 6 mars 2006, atteignant 500 000 unités. Elle a même obtenu une nomination au Grammy dès le début, ce qui a stupéfié Nashville, parce qu'elle était encore traitée comme une outsider par beaucoup de gens. La vidéo est à la hauteur de son énergie, et elle s'y plonge à fond. Elle brûle le camion d'un ex avec un bidon de kérosène enflammé, et tout cela ressemble à la colère d'un bar qu'elle a appris à contrôler en grandissant. C'est aussi le contraire de son premier voyage de démo en tant qu'adolescente, celui qui a coûté à son père environ 6 000 $ et qui l'a laissé pleurer parce qu'il sonnait ringard. Kérosène a prouvé qu'elle avait appris exactement ce qu'elle détestait et elle a construit un disque qui lui ressemblait. 11 des 12 titres portaient ces mots, et son premier single, Me and Charlie Talking, coécrit avec son père. Et Heather Little s'est hissée parmi les 30 premiers titres, même si les chances étaient contre elle. Au début, les radios l'ont ignorée encore et encore, mais les fans ne l'ont pas ignorée. Ils l'ont achetée. Après cela, Nashville a continué à essayer de l'adoucir et elle a toujours refusé. Les labels ont continué à lui proposer de la pop country sans danger et elle a continué à choisir des compositions originales. Elle a choisi le producteur Frank Little pour obtenir un son brut et elle s'est accrochée à ses racines texanes même lorsque les gens l'ont traitée d'entêtée. Ce genre d'entêtement peut ressembler à un problème jusqu'à ce qu'il devienne une carrière. Dans 2007, elle a suivi avec Crazy Ex-Girlfriend et vous pouvez sentir d'où il vient si vous savez autour de quoi elle a grandi. Le monde des enquêtes privées, les affaires de tromperie, les sanglots des conjoints trahis, les drames des motels et les histoires des refuges se sont mélangés dans des chansons qui ne prétendent pas que l'amour est toujours doux. La chanson-titre se penche sur la jalousie et le chaos, mais elle le fait avec un clin d'œil et une morsure parce qu'elle a compris le désordre derrière ces étiquettes. Elle a pris l'idée de l'ex-fou et l'a transformée en quelque chose de plus honnête, plus en colère et plus humain. Puis dans 2009, Révolution est arrivé comme une tempête. Il a débuté à la première place du Billboard Top Country Albums et a engendré 2 singles numéro 1. Dans les coulisses, elle a écrit des chansons comme White Liar sur son canapé et elle a admis qu'elle était effrayée par la façon dont elle a été personnelle. Cette peur est généralement le signe que vous dites la vérité. L'album a ensuite remporté le prix de l'album de l'année aux ACM Awards et aux CMA Awards, ce qui est rare surtout pour quelqu'un à qui on avait dit qu'elle était trop turbulente. Il est devenu disque d'or en février. 2010, est devenu disque de platine en octobre, puis a atteint le double disque de platine. C'est le moment où l'industrie ne peut plus la nier. À cette époque, une chanson fait basculer son image dans une autre direction. Dans 2010, elle sort The House That Built Me, et ce n'est pas un hymne à la vengeance. C'était doux, douloureux et exposé.
La chanson avait été présentée à de grands noms pendant des années, et tout le monde l'avait rejetée jusqu'à ce que Miranda entende la démo dans son bus de tournée et sente qu'elle correspondait à sa propre histoire. Elle avait grandi en déménageant, avait vu sa famille tomber du confort à la ruine, l'avait regardé se reconstruire, et cette nostalgie d'un endroit qui s'était autrefois senti en sécurité était ancrée au plus profond d'elle-même. Elle s'est emparée de cette chanson et l'a faite sienne. Elle est devenue son premier numéro 1 au Billboard Hot Country Songs. Elle a remporté son premier Grammy pour la meilleure performance vocale féminine de country au 53e Grammy, où elle a déclaré sur scène qu'il s'agissait de sa première performance au Grammy et de son tout premier Grammy. Il a également remporté des prix, notamment les ACM pour le single, la chanson et la vidéo de l'année, et les CMA pour la chanson et la vidéo. Il a prouvé qu'elle pouvait être vulnérable sans perdre son avantage, et il l'a fait passer du statut d'outsider à celui de voix que les gens ne peuvent s'empêcher d'écouter. Lorsque Miranda Lambert a décroché un disque de platine dans 2014, elle l'a fait d'une manière qui semblait brillante en surface, mais lourde en dessous. Au début, la plupart des fans ont entendu les lignes intelligentes et l'attitude et ont pensé que c'était juste Miranda qui était Miranda. Mais si vous écoutez de plus près, l'album a un poids différent. Des chansons comme Priscilla et Bathroom Sink n'étaient pas seulement enjouées ou audacieuses. Ils ressemblaient à des regrets à la solitude et à cette douleur silencieuse que l'on ressent lorsqu'une histoire d'amour est encore vivante en public mais déjà mourante en privé. Dans Priscilla, elle chante l'histoire d'une femme qui regarde la vie de son mari avancer depuis les coulisses. Et plus tard, les gens n'ont pas pu ignorer à quel point cette idée correspondait à un mariage qui commençait à s'estomper. Ce qui est étrange, c'est que tout semblait normal lorsque les caméras étaient allumées. Miranda et Blake Shelton apparaissaient toujours souriants sur les tapis rouges. Ils faisaient toujours des duos. Ils plaisantaient encore en interview sur le fait d'être le couple le plus nul qui soit, comme si rien ne pouvait les toucher. Cette image brillante rendait la tristesse du platine encore plus irréelle, car elle écrivait sur l'amour qui s'éloigne, les anniversaires manqués et le fait de dormir seule alors qu'elle portait encore une alliance et vivait toujours dans une grande maison partagée. Avec le recul, l'album se lit comme un journal intime, écrit en temps réel, le public ne comprenant ce qu'il entendait qu'une fois qu'il était déjà trop tard. En février 2015, Miranda a remporté le Grammy du meilleur album country pour Platinum. Elle se tenait là célébrée, applaudie, et toujours officiellement la femme de Blake, même si le mariage s'effilochait en coulisses. En juillet 2015, ont annoncé leur séparation après 4 ans de mariage et près d'une décennie de vie commune. Et soudain, cette victoire au Grammy Award ressemblait moins à un tour de piste qu'à un adieu. Les gens ont aussi remarqué quelque chose d'autre. Dans ses principaux discours de remise de prix cette année-là, elle n'a pas remercié Blake. Et les journaux à scandale ont traité ce silence comme un indice que la fin avait déjà été écrite, même si le public n'avait pas encore lu la dernière page. L'un des plus gros problèmes n'était pas une simple bagarre ou un seul titre de journal. C'était le résultat d'une séparation trop fréquente. Blake était lié à la voix à Los Angeles, enfermé dans de longues périodes de tournage qui le tenaient éloigné pendant des semaines. Miranda était constamment en tournée, sautant d'une ville à l'autre, puis passant du temps en studio chaque fois qu'elle le pouvait. Au lieu de passer de vraies soirées ensemble, ils se retrouvaient rapidement dans des hôtels ou à l'aéroport. Avec le temps, un mariage peut ressembler à 2 personnes qui s'envoient des mises à jour plutôt qu'à une vie commune. Selon d'autres sources, la distance a créé un sentiment de solitude et de méfiance. Lorsque vous n'êtes pas ensemble, les rumeurs s'amplifient parce qu'il n'y a pas de conversation calme en face à face pour les calmer. C'est ainsi qu'une relation peut se transformer en de courtes vérifications entre les balances et les enregistrements télévisés jusqu'à ce que vous réalisiez que vous aimez l'idée de la personne plus que la personne que vous voyez en réalité. Même après le divorce, l'histoire a continué à s'enflammer publiquement. En avril 2018, 4 ans après leur séparation, Blake a tweeté quelque chose qui ressemblait à une allumette jetée sur de l'herbe sèche. Il a écrit qu'il avait pris la voix haute pendant longtemps, qu'il avait presque abandonné, et qu'il avait ensuite dit qu'il voyait le karma à l'horizon. Les fans ont tout de suite compris qu'il s'agissait d'une attaque contre Miranda, d'autant plus que des rumeurs circulaient à nouveau cette fois sur elle et Evan Felker des Turnpike Troubadours. Les gens disaient qu'elle avait commencé quelque chose alors que les deux étaient encore liés à d'autres partenaires. Blake a plus tard affirmé que le tweet ne la concernait pas et que les gens s'étaient trompés
mais que cela n'avait plus d'importance. Les captures d'écran se sont multipliées, les sites de rumeurs se sont emparés du sujet, et ce mot karma est devenu le symbole d'une colère inachevée qui n'a jamais complètement disparu. Ce qui a rendu les choses encore plus intenses, c'est le peu d'explications qu'ils ont données. Lorsqu'ils ont annoncé leur séparation en juillet 2015, leur déclaration commune était polie et vague. Ils ont dit « Ce n'est pas l'avenir que nous avions envisagé, et c'est le cœur lourd que nous allons de l'avant séparément ». Pour un couple qui était partout depuis des années à la télévision sur les tapis rouges dans les interviews, cette phrase a été ressentie comme un rideau juridique tombant devant une pièce fermée. Parce qu'ils ont refusé de dire ce qui s'est passé, tout le monde a rempli le silence à leur place. Les fans et les médias ont couru dans toutes les directions, à la fois avec des théories sur l'infidélité, les problèmes de confiance, les conflits d'ego, les luttes d'argent et la question des enfants. Certains rapports ont blâmé Blake, d'autres Miranda, et d'autres encore ont blâmé la célébrité elle-même. Le mystère est devenu une partie de la rupture, et cela a fait durer l'obsession du public plus longtemps. Les gens se sont ensuite rendus compte que ce divorce soudain n'était pas du tout soudain. Il avait été traité discrètement au tribunal avant que le public n'en prenne connaissance. Les archives ont montré que la demande avait été déposée plusieurs semaines auparavant et que le divorce avait été prononcé le 20 juillet 2015 par un juge de l'Oklahoma. Cela signifie que la fin légale était déjà en cours alors que le monde pensait encore qu'il vivait une vie normale. Les tabloïds ont plus tard souligné que la paperasserie avait été traitée juste au moment où la nouvelle a été annoncée, ce qui a donné l'impression que tout était planifié et contrôlé, et non émotionnel et impulsif. Pour les fans qui croyaient aux contes de fées, c'était comme regarder un cadre parfait se fissurer sans entendre le son jusqu'à ce que cela se produise plus tard. Le choc a été encore plus grand à cause d'un petit détail que les gens ont pu voir de leurs propres yeux. Blake a été photographié portant son alliance juste un jour ou deux avant l'annonce souriant lors d'événements publics comme si tout allait bien. Puis l'alliance a disparu presque du jour au lendemain et la déclaration n'a pas donné de vraie réponse. C'est ainsi que l'on obtient une vague de fans qui se sentent pris au dépourvu, comme si la vérité avait été gardée hors de portée volontairement. Et juste au moment où les gens essayaient encore de comprendre la fin, une nouvelle intrigue est apparue rapidement. À la fin de 2015, Blake a été photographié avec Gwen Stefani, sa co-animatrice sur The Voice. Et au début de 2016, ils se montraient ouvertement ensemble lors d'événements. La vitesse a fait discuter tout le monde sur la chronologie. S'il portait sa bague quelques jours avant l'annonce ou était-il émotionnellement quand il a commencé à se pencher vers Gwen sur le plateau. Leur chimie à l'antenne était déjà bien connue, donc les rumeurs ont augmenté que quelque chose s'était construit plus tôt. Même sans aveu direct, de qui que ce soit, le timing a suffi à donner au divorce l'impression d'une tricherie adjacente dans l'esprit du public. Et les gens se sont accrochés à cette idée parce qu'elle donnait à l'histoire un aspect dramatique et propre, même si la vie réelle est généralement plus désordonnée que cela. Miranda, quant à elle, a admis plus tard qu'elle n'était pas prête à affronter la cruauté des projecteurs. Elle a demandé à ce que sa vie privée soit respectée, mais le monde a traité son deuil comme un jeu. Les tabloïds ont disséqué chaque tweet, chaque photo, chaque ancienne chanson. Les fans l'ont observée sur scène et ont essayé de trouver un sens à la façon dont elle chantait certaines lignes. Elle a décrit cela comme une blessure ouverte que l'on est obligé de traverser dans une salle bondée où tout le monde regarde et parle. Ce genre d'attention ne fait pas mal qu'une fois, elle continue à faire mal parce qu'elle ne laisse jamais la douleur s'apaiser. Elle a donc fait ce qu'elle a toujours su faire. Elle l'a mise en chanson. En 2016, elle a sorti The Weight of These Wings, un double album de 24 chansons qui ressemble à un journal émotionnel complet. Ce n'est pas seulement un album de rupture, mais une saison entière de guérison. Il ne reste pas dans une seule humeur. Il passe par la confusion, l'engourdissement, l'excès d'alcool, les mauvais choix, les petits moments d'espoir et la peur tranquille de recommencer. Des morceaux comme Vice Tin Man et Running Just in Case ont sonné pour beaucoup d'auditeurs comme des notes codées sur un homme toujours sur la route, sur le fait d'essayer de dépasser ses sentiments, sur le fait de vivre à l'intérieur d'un cœur qui ne cesse de se briser de nouvelles façons. Au lieu de donner aux journalistes une explication claire, elle a dit aux gens que s'ils voulaient la vérité, ils devaient écouter la musique. Puis elle est devenue plus prudente, laissant les paroles porter ce qu'elle refusait de dire à voix haute. Mais sa vie amoureuse ne s'est pas calmée après le divorce. Et c'est là que l'histoire prend un nouveau tournant.
Après 2015, elle sort avec le chanteur Anderson East pendant plus de 2 ans. Puis au début de 2018, pendant sa tournée Living Like Hippies, tout change rapidement. La première partie était assurée par les Turnpike Troubadours, et leur leader Evan Felker a commencé à passer plus de temps avec elle sur la route. Les rapports disent que la romance a commencé alors que Miranda était encore avec East, et Evan était marié à Stacy Nelson qu'il avait épousée en 2016. Ce qui a rendu l'affaire encore plus douloureuse, c'est un détail que les gens n'ont pas pu oublier. Selon certaines sources, Evan et Stacy ne semblaient pas se séparer avant la tournée. Ils essayaient même d'avoir un bébé, et Stacy pensait que leur vie de famille était solide. Puis Evan a cessé de rentrer à la maison après les spectacles. Il a disparu dans la vie de tournée avec Miranda. Des initiés ont dit à Us Weekly que Stacy avait appris la demande de divorce par un journal local et non par Evan directement, et qu'il l'avait exclu pendant 2 mois avant d'avouer sa liaison. Stacy a posté un selfie en larmes sur Instagram et a écrit que si elle avait pu survivre à cette semaine, n'importe qui le pourrait. La réaction du public a été forte, car l'ironie était trop forte pour être ignorée. Miranda a grandi en regardant ses parents diriger une agence de détectives qui capturait les infidèles, et sa musique a construit une image féroce autour de la trahison et de la vengeance, en particulier dans des chansons comme Kérosène. Désormais, les gros titres la dépeignent comme l'autre femme dans une histoire où un bébé était prévu. Les fans qui aimaient son honnêteté la qualifient soudain d'hypocrite. Les photos de Miranda et Evan, se tenant la main à New York en juillet, ne font qu'attiser le feu. L'aventure a duré des mois, puis s'est effondrée en août 2018, quand Miranda s'est déclarée heureuse d'être célibataire dans des interviews et a essayé d'aller de l'avant. Puis le timing du tweet Karma de Blake a commencé à sembler encore plus précis. Il est arrivé fin avril 2018, quelques jours seulement après que les histoires sur la situation d'Evan aient explosé. Blake n'a jamais nommé Miranda, mais les gens ont quand même fait le lien. Certains fans ont applaudi, d'autres ont dit que c'était mesquin, mais quoi qu'il en soit, cela a transformé toute l'affaire en une querelle publique plus importante. Il a plus tard supprimé le tweet, mais il n'a pas disparu. Les captures d'écran ne le font jamais. Juste après ce chaos, Miranda a de nouveau choqué tout le monde cette fois, dans la direction opposée. En janvier 2019, elle a secrètement épousé Brendan McLaughlin, officier de la police de New York, seulement 3 mois après l'avoir rencontré. Personne ne savait qu'ils sortaient ensemble. Elle avait déclaré aux Tennesseans en août 2018, qu'elle était une célibataire heureuse. Et puis soudain, elle était à nouveau une épouse. L'histoire derrière cela ressemblait à une étincelle rapide. Ashley Monroe et Angelina Presley, membres du groupe Pistolani, ont joué les entremetteuses dans les coulisses de Good Morning America en novembre 2018, où Brendan travaillait à la sécurité. Le courant est vite passé entre eux. Ils se sont mariés dans le comté de Davidson, dans le Tennessee, le 26 janvier, et elle l'a annoncé le jour de la Saint-Valentin, avec une photo de baiser en noir et blanc et la légende de la rencontre avec l'amour de sa vie. La vitesse a fait sourciller certains qui y ont vu un rebondissement, et d'autres la volonté de Miranda de saisir l'intimité à 2 mains après avoir été déchirée en public. Brendan a fini par quitter la police et s'est lancé dans ses tournées. Et pendant un certain temps, elle a semblé avoir trouvé un chapitre plus calme. Par 2020, elle a même tatoué son nom et des chansons comme Bluebird lui ont semblé être un soulagement et une paix après une tempête. Pourtant, le secret qui la protégeait a également alimenté la machine à rumeurs, car lorsque les gens n'obtiennent pas de détails, ils en créent. Et la machine à rumeurs ne s'est pas arrêtée. Au milieu de 2025, Brendan s'est retrouvé au centre d'un autre moment de désordre. Cette fois, c'est dans le bar de Miranda, à Nashville, Casa Rosa, que des vidéos ont fait surface le montrant en train de danser avec plusieurs femmes lors d'un enterrement de vie de jeune fille en l'absence de Miranda. Les clips se sont rapidement répandus et des sources ont affirmé que Miranda l'avait confronté durement. La partie de Brendan a déclaré qu'il s'agissait d'un amusement innocent avec un groupe qui l'avait reconnu et voulait des photos. Mais les fans se sont disputés pour savoir à quoi ressemble l'innocence lorsque le nom de votre femme est sur le bâtiment. Aucune demande de divorce n'a suivi, mais cela a ravivé les craintes que sa vie amoureuse soit coincée dans une boucle où les ennuis privés deviennent toujours des divertissements publics. Pendant tout ce temps, Miranda n'a jamais cessé d'être plus importante que les gros titres, et c'est là que son histoire prend une autre dimension.
Elle s'est opposée à une industrie nationale dominée par les hommes sans s'adoucir pour être acceptée. Lorsque la radio country a diffusé moins de femmes, elle a qualifié le système de BS. Elle a également contesté l'idée selon laquelle les femmes ne veulent pas entendre de femmes. Elle a demandé aux programmateurs de diffuser l'une d'entre elles, même si ce n'était pas elle, car tout le monde y gagnerait. Cette honnêteté ne l'a pas toujours aidée à la radio, mais elle a fait d'elle un symbole pour les femmes qui en avaient assez d'être traitées comme une catégorie à part. Elle a également construit quelque chose qui n'avait rien à voir avec les ragots et tout à voir avec le cœur. Dans 2009, elle a cofondé la Mutt Nation Foundation avec sa mère, transformant son amour pour les chiens de refuge en un véritable travail de sauvetage. Ils ont collecté des millions et aidé des milliers d'animaux. Ils organisent des campagnes d'adoption, lors de concerts, remplissent de petits chariots rouges avec des dons de nourriture et de fournitures et envoient de l'aide dans les zones sinistrées comme les ouragans et les inondations. Après l'ouragan, Harvey, ils ont aidé à évacuer les animaux des quartiers inondés et ont traité chaque animal comme s'il était important parce que pour Miranda, c'était le cas. Des personnes ont affirmé qu'elle parcourait les rangées de chenils en coulisses, choisissait les chiens les plus traumatisés et les ramenait chez elle pour les rééduquer elle-même. C'est pourquoi les fans la voient parfois avec un nouveau chien de sauvetage lors d'événements. Il ne s'agit pas d'un accessoire, c'est la preuve que sa vie a toujours eu une mission de sauvetage en arrière-plan. Même ses chansons les plus dures ont des racines plus profondes que la simple valeur de choc. Gunpowder and Lead ressemble à un fantasme de vengeance, mais la peur qu'il contient vient de ce qu'elle a vu en grandissant. Ses parents étaient détectives privés et accueillaient parfois chez eux des victimes de violences domestiques. Miranda a déclaré que sa propre vie familiale était sans danger, mais qu'ils apportaient toute la douleur à l'intérieur, et qu'elle avait entendu des histoires de menaces, d'os brisés et de femmes qui restaient parce qu'elles n'avaient nulle part où aller. C'est ce genre de noirceur du monde réel qui a façonné son écriture, donnant à ses paroles une impression de spécificité plutôt que de douceur. En Dixit, alors que la plupart des adolescents pensaient au bal de fin d'année et aux devoirs, elle se produisait déjà dans des bars, et des honky-tonks faisaient des tournées, gagnaient de l'argent grâce à la musique et obtenaient son diplôme du lycée Lyndale en 2002. Son adolescence n'a pas été un long passage à l'âge adulte. C'étaient des fourgons de tournée, des motels, des salles de répétition, et des adultes qui jugeaient sa voix et son image avant même qu'elle n'ait eu le temps d'être une enfant normale. Et puis après presque une décennie de bruit, elle a finalement fait allusion à quelque chose qui ressemblait à une véritable fermeture. Dans un clip d'interview de 2025, elle a dit qu'elle avait laissé tomber toute l'amertume à l'égard de Blake. Après des années de douleur, des années où les gens ont pris parti, des années où elle a transformé la douleur en album et le silence en parole, elle sonnait comme quelqu'un qui en avait assez de porter le poids. Cela ne veut pas dire que le passé est soudainement devenu beau, mais simplement qu'elle a cessé de le laisser l'accaparer. Dans le même esprit, des moments tels que l'extrait du podcast 2024, où elle rit à l'évocation du nom de Blake, ont fait réfléchir car le rire peut être le signe le plus clair que la blessure n'est plus ouverte.